voilà, je suis Véronique Allois. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. J'appartiens au département commercial international de CIPE. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le webinaire pour CIPE Connect. Donc, c'est le logiciel pour le calcul des assemblages complexes par la méthode des éléments finis. Bonjour Antonio, bonjour Monsieur Fernandez, directeur technique de CIPE, Antonio du département support technique de CIPE. Voilà, sans plus, je vous dis, si vous pouvez, si vous avez des questions, s'il vous plaît, attendez que la présentation finisse et comme ça, tout le monde pourra poser les questions. On les lira à haute voix et elles seront répondues. Eh bien, si tu veux, Antonio, je te laisse la parole à toi et à Monsieur Fernandez et à tout de suite. Bon, qui commence, Fernandez ou moi? Bon, bonjour à tous. Et bon, je seulement veux dire que nous parlerons aujourd'hui des logiciels. Un logiciel qui pour nous c'est très important, que c'est CIPE Connect, qui peut résoudre les assemblages en acier et aussi en bois et qui est connecté avec notre logiciel de calcul de structure CIPE 3D et CIPE 4 parce que il faut exporter tous les structures avec tous les efforts. C'est très important pour nous et voir que avec notre plateforme qui s'appelle Beam Server, c'est le chemin pour exporter à le nuage et pouvoir télécharger toute la géométrie, tous les efforts de toutes les hypothèses, à toutes les extrémités de l'EVA. Et avec tout ça, nous pourrons dimensionner. Effectivement, il faut avoir des connaissances de la problématique des assemblages et vérifier avec les méthodes d'éléments finis les calculs, la modélisation et l'obtention des efforts, de tous les résultats avec la vérification normative, avec l'Eurocode et des autres codes que nous avons incorporés à le logiciel et que Antonio peut nous montrer très bien, non? Oui. Parce qu'il est un expert dans les assemblages, non? Les assemblages avec soudure et bon, dans tous les types qu'on peut dessiner. Bon. Antonio? Oui. Bonjour, c'est Antonio. On m'a attrapé dans mes vacances parce que mon collègue Hernan, il a été piégé, non, par un petit problème. Et c'est pour ça, peut-être je ne vais pas suivre la présentation, comment elle était faite, parce que je viens de m'incorporer. C'est pour ça que vous pouvez voir que je suis dans mon atelier en vacances. Et je vous demande pardon, par exemple, pour ça. Et bon, on va commencer. Comme Carlos il a déjà dit, c'est une continuation des présentations que nous allons faire. Dans ce cas, nous allons montrer le CIPE Connect, une application qu'on a fait des efforts très grands pour pouvoir vous offrir un outil qui va permettre de vérifier les opérations que vous pouvez introduire pour définir les nœuds. Et bien sûr, on ne peut pas parler de CIPE Connect sans parler du flux BIM, non? C'est-à-dire, le grand problème que l'ingénieur il a tout le temps, c'est la réintroduction des données. Pour calculer un assemblage, il est normal que c'est un fait que nous devons mettre les réactions des extrémités des bas et bien sûr redéfinir les profilés. Mais tout ça, c'est quelque chose qui peut venir donner cadeau par le travail de l'usage du flux BIM, non? C'est pour ça, avant,
j'ai montré ici le BIM server. On peut créer un compte gratuit et dans ce compte, dans le chapitre Store, nous pouvons télécharger l'application qui nous concerne, dans ce cas CP Connect. Une fois nous l'avons installé dans notre machine, en collaboration bien sûr d'autres applications de CP que déjà vous connaissez, du menu général, comme CP 3.2 ou CP 4, on peut saisir cette information-là, non? Bon, ça, peut-être on va le faire plus tard, mais c'est vous donner une introduction générale du flux. Si nous voulons voir comment ça marche, je vais entrer plus tard dans CP3.2, je vais faire un petit exemple, je vais le connecter dans le BIM server pour plus tard saisir les informations dans CP Connect et continuer avec le dimensionnement de notre assemblage. Mais avant de faire cette opération, revenons sur CP Connect que nous sommes en train de voir et nous pouvons voir que dans ce cas, nous sommes en train de voir une collection de nœuds qui sont déjà introduits. Ces nœuds qui sont déjà introduits peuvent voir comment on a défini déjà les opérations. Revenons sur le premier nœud que nous avons là, ou bien sur le deuxième qu'elle est là. Nous pouvons l'éditer, bien sûr. Je vais fermer ça. Comment on ferme la caméra? OK. Pour réduire la fenêtre. OK, revenons sur le logiciel et nous avons une collection de nœuds qui sont là. On a choisi un des nœuds. Bien sûr, nous pouvons aller avec l'édition de ces nœuds pour voir, bien sûr, la définition des profilés. Nous voyons que dans ce nœud, on a utilisé 3 profils. Et le poteau, qui est fait avec un HPA, où on peut changer ou voir ses propriétés. Si nous faisons un clic là, on va pouvoir changer, voir ses propriétés, ou si nous faisons un clic juste à la droite, nous avons la possibilité de choisir un autre profil de la série. Bon, dans ce cas, on va laisser celui-là parce que l'ouvrage a été dimensionné avec ces profils et seulement nous voulons vérifier les assemblages. Donc, nous faisons le même avec l'apôtre V1, la même chose avec l'apôtre V2. Nous avons la possibilité de redéfinir la position quand l'ouvrage ne vient pas de CP3.2 ou de CP4, non? Dans ce cas, elle est venue avec CP4, dont elle a les paramètres de l'angle de rotation et le déplacement et tout ça pour placer notre barre en fonction de la définition qui est déjà faite dans CP3.2. Il faut se rappeler, bien sûr, que quand nous sommes dans CP3.2, ça va être très important, la définition des dispositions, non? Pour ne plus moment, s'il vous plaît. C'est presque impossible de parler de CP Connect si on ne parle pas de certains détails qui concernent, par exemple, c'est facile, certains détails qui concernent, bien sûr, CP3.2 dans le positionnement des barres, non? Dans ce cas, si vous me permettez, si nous venons avec barre, si vous vous souvenez d'écrire disposition, cette option va être très importante pour placer notre profil par rapport à l'axe de la barre, non? Une fois on a parlé de ça, on revient dans cette fenêtre, bien sûr. Et dans cette fenêtre, nous pouvons changer ces paramétrages, mais ce n'est pas le cas. Directement, on va aller dans la partie qui nous intéresse, que c'est celui-là, l'édition de notre assemblage. Cette partie, c'est la partie plus importante parce que pour chaque nœud que nous avons dans l'ouvrage, nous sommes obligés de manière simple d'indiquer les opérations qui sont déjà présentes, les outils qui sont là dans la partie supérieure. Il y a certains cas, nous serons obligés de créer des plans de référence. Nous serons obligés de mettre un profil dans notre nœud, créer des plaques,
ajuster l'extrémité des barres, découper les profils, créer des platines frontales, découper la plaque, bien sûr, et on peut ajouter les vis, soudure. Ces éléments-là vont être très importants pour permettre de joindre les barres de notre modèle. On peut aussi mettre des ouvertures nécessaires sur les plaques. On peut mettre des radisseurs. Et dans l'option de bois, on a ajouté la manière de mettre des broches, des boulons et des tire-fonds pour faire la jonction entre les éléments. Bon, revenons sur notre nœud que nous avons là. Nous voyons que ce nœud, on a fait certaines opérations basiques. Le résultat, au commencement, nous avons 3 profils qui étaient là. La première opération qu'on a fait, on a ajouté un plan de référence, c'est celui-là, et on l'a défini par angle, on l'a donné et les données que nous avons besoin. Vous voyez comment le plan de référence, il était fait de telle façon qu'on va créer une coupure des profils. Une fois on a vu les données de cette opération de création de plans, nous pouvons aller dans l'autre création de l'autre plan, le plan contraire, pour faire la coupure de la poutre 2. Une fois on a créé les 2 plans, et maintenant on va créer une opération d'ajustage où on va ajuster le profilet UV1 par rapport à le plan de référence et avec référence plano CO2. C'est en espagnol, mais ce n'est pas un problème pour nous pour comprendre ça, non? Une fois les coupures sont faites, si nous analysons l'ouvrage, ça va être un mécanisme. Donc, c'est pour ça nous allons continuer avec les opérations pour ajouter les boulons, non? Une fois on a ajouté les boulons avec leur position, vous voyez, les 2 boulons qu'on a ajoutés là avec les coordonnées, on va faire la même opération dans l'autre cas. Bon. Donc, peut-être l'utilisateur peut penser que le logiciel peut générer toutes les opérations qui sont nécessaires pour créer notre modèle. Non, c'est en donnant tous ces outils-là que l'utilisateur peut générer toutes ces opérations. Une fois les opérations sont faites, nous allons dans calcul. Nous pouvons aller dans charge, dans cas de charge, pour voir qu'on a seulement un cas de charge. Et on a dit qu'il agit pour le temps de rencontre. Les échelons de charge qui vont être faits dans le processus d'analyse de calcul et par élément fini à l'application des charges, non? Par échelon, le numéro d'itération. Bon, ces paramètres-là sont importants pour la duration et la précision du calcul. Si nous allons dans charge, nous pouvons voir que l'élément porteur, c'est le poteau. Donc, les poutres V1 et V2 sont les éléments qui vont s'accrocher sur l'élément porteur. Et nous avons les charges qui ont été transférées par rapport aux extrémités de chacun de ces poutres. Elles sont là, nous voyons ça, par rapport à l'axe global. Donc, elle est déjà chargée. La troisième opération, directement, bon, en plus, on va voir les normes plus tard. Nous allons seulement, je donne un résumé du processus général, non? Comment a été fait le logiciel. Nous calculons ce modèle. Plus tard, nous allons pouvoir voir les résultats qui vont permettre de savoir la contrainte sur les aciers et les déformations unitaires sur les aciers. Et c'est une vérification pour la validation de notre assemblage. Vous dire que pendant ce calcul, le logiciel, il a comme renfort un moteur de calcul que c'est le OpenSys qui a été vérifié par, bien sûr, l'Université de Californie. Donc, dans la fenêtre des résultats, on peut choisir dans taux de travail maximal. Déjà, nous voyons que les éléments qui ont un taux de travail moins de 100% veulent dire qu'ils fonctionnent, qui seront les soudures, les boulons, la contrainte sur le propre matériel. Mais on a la possibilité, si on veut, voir la contrainte de von Mises sur les éléments. Même si nous faisons un clic sur un élément,
nous pouvons voir d'une façon particulière le maillage de cet élément et à la fois que la contrainte de von Mises sur l'élément qu'on a choisi. C'est une façon. Mais de façon générale, comme on a déjà dit, déjà avec le taux de travail, c'est suffisant. Mais si nous voulons savoir plus, par exemple, la déformation équivalente de von Mises, pour la même chose, on va le faire par là. On peut aussi voir les déplacements qui sont générés. Et à la droite, chaque fois que nous choisissons un de ces chapitres, le logiciel va nous montrer, bien sûr, les vérifications particulières qui sont faites, par exemple, sur l'aile supérieure du poteau, la déformation sur la plaque, nous pouvons voir là, inférieure, la valeur qu'elle atteint. Et si on a des problèmes, on va pouvoir vérifier. Non? C'est fabuleux, non? Cette façon de vérifier. On va pouvoir aussi faire des vérifications générales et faire un résumé pour avoir une note de calcul. Et tout ça à la fois que on peut, quand on revient, quand on termine de l'analyse de cette union-là, on aura la possibilité de partager ça au BIM Server qui plus tard on peut le saisir avec le logiciel Layout pour pouvoir faire une illustration des éléments de notre assemblage. Peut-être ça, c'était notre chapitre, non? Qu'on reparlera. Si nous choisissons un autre nœud comme celui-là, qui est un peu plus complexe, et nous allons sur la définition des opérations, laissez-moi vous montrer ça. Bon, ici, comme toujours, on peut faire une révision des processus qui ont été déjà faits pour comprendre le design, non? L'utilisateur qui a fait cette union. Au commencement, on avait seulement on avait 3 barres qui arrivaient dans un point avec les efforts qui ont été mis là. Donc, et pour commencer à faire le design et la conception de notre assemblage, on a créé une plaque. On l'a positionné là avec l'épaisseur rectangulaire, la largeur, la hauteur, la position, elle était faite là. Plus tard, on a fait un ajustage du poteau par rapport à cette plaque. Donc, on a défini l'ajustage se ferait par rapport au poteau 1, P1, par rapport à la plaque. Laissez-moi venir un moment là dans la configuration de la référence et option de visualisation. On peut configurer de telle façon que la référence des poteaux, elle est là. De cette façon, on peut comprendre bien les opérations que nous sommes en train de faire. Vous voyez la référence là. Et un truc pour savoir, par exemple, où on a une aile supérieure ou une aile inférieure, de la façon que nous sommes en train de lire la référence de notre poteau, en haut, nous allons avoir l'aile supérieure ou l'aile inférieure. Ça va être important pour la définition, bien sûr, des éléments entre eux, comme nous sommes en train de voir. Bon, seulement je voulais montrer comment on peut déduire où nous avons la référence des poteaux. La deuxième opération qu'on a fait, l'ajustage du P1 par rapport à la plaque, elle a été fait. On a une création d'une deuxième plaque pour faire démontable les deux parties. On a créé une troisième plaque qui est verticale, qui va servir de gousset pour les deux membres de notre fer. On a créé des opérations de découper pour les ajustages de notre plaque par rapport aux environnements des membrures inférieures et diagonales. On a créé un plan pour créer une autre découpage de la plaque. On a créé une opération de soudure pour le gousset par rapport à sa plaque d'appui. On a créé un ajustage du profilet L1 par rapport au poteau. On a créé notre ajustage
Et pour que ça ne soit pas un mécanisme, on a créé des opérations d'ajouter les boulons qui vont nous permettre de saisir la membrure inférieure avec la plaque 3, avec leur positionnement. Et on a créé le même pour la membrure supérieure avec notre gousset. Et pour terminer, on a créé la connexion de la plaque qui est soudée par rapport à notre gousset à la plaque de termination du poteau. Donc, vous voyez, avec les opérations simples, nous pouvons arriver à faire ces opérations-là. Bien sûr, une fois nous avons fait le modèle, nous allons au calcul. Et dans le calcul, je ne sais pas si ça va prendre un temps pour le calcul. Laissez-moi revenir sur le modèle pour faire l'analyse. On relâche calcul et on va voir les cas de charge. On a seulement un seul cas de charge. Bon, je vais lancer le calcul pour permettre de voir les résultats dans ces éléments. Antonio, oui? une chose que je vais ajouter. Je crois que c'est important de parler de l'OpenSys et l'applicatif qui a développé dedans OpenSys comme le moteur de calcul. Et SIP a géré la modélisation automatique de tous les éléments finis triangulaires et c'est automatique. L'utilisateur ne doit faire quelque chose. Et c'est automatique par un côté. Et autre chose que c'est important, je crois qu'on fait un calcul non linéaire. C'est-à-dire qu'on fait des calculs consécutifs jusqu'à on arrive en fonction de les options à une solution qui satisfait toutes les conditions que nous avons fait dans les options. Non? Que c'est un calcul très bon. Non? On peut dire que c'est le meilleur calcul qu'on peut faire avec les différents normatifs. Ouais. Tu peux continuer avec l'explication. Pardon, Antonio. Pas de problème. Comme je voulais seulement destaquer l'importance de faire un calcul non linéaire et la modélisation automatique des éléments. Bien sûr que tu as raison. Au fait, quand on a fait la présentation la première fois, on a parlé de ça pendant presque 30 minutes, non? Les options qui vont nous permettre d'arriver à un bon résultat. Et si en plus on est appuyé par les normes les plus habituelles, qui sont celui-là, on a par exemple le record qui est mis là, quand ça va nous concerner. On a d'autres normes, par exemple américaines, qui sont là mis dans le logiciel pour les vérifications. Et pour la boîte, pour le moment, nous avons le code aussi qui est mis. Nous pouvons, et dans ce sens-là, comme Carlos il a déjà dit, si nous faisons l'édition, je vais revenir dans l'édition de notre assemblage, on va revenir dans calcul, cas de charge. Bon, comme Carlos il a dit, l'excellence, au fait, ce n'est pas possible l'abordage, le calcul des assemblages si on ne parle pas des éléments finis non linéaires. Donc, dans ce cas, on suppose que la charge ne s'applique pas d'une façon directe, sinon par échelon de charge. Et chaque échelon de charge doit aboutir dans une solution qui vérifie la compatibilité des déplacements et des contraintes. Non? Et si on n'aboutit pas à un équilibre, le logiciel va nous donner un mécanisme. Ça veut dire que nous devons ajouter des éléments qui font plus costaud, qui ajoutent plus de rigueur dans notre modèle. Et les raidisseurs doivent être grands, les plaques doivent avoir des épaisseurs plus grandes. Bon, et comment c'est un processus itératif, on peut aussi faire le contrôle des itérations. Les valeurs que nous avons mis ici, ce sont les valeurs qui sont déjà vérifiées, ils sont bonnes et donnent des temps de calcul acceptables, non, et des résultats. Et au fait,
quand nous étions là et on était en train de voir la contrainte de von Mises, vous pouvez voir comme autour, par exemple, des trous de notre modèle où les boulons sont mis, on a un maillage adaptatif qui se fait pour permettre d'avoir des résultats précis par rapport à ça, non? Et en plus, on a aussi la considération et l'Appen6, il est préparé de telle manière que si nous avons plusieurs processeurs dans notre machine, il va pouvoir distribuer les tâches et ressaisir les résultats par rapport à cette distribution qui peuvent être faites de manière automatique, non? C'est ça un peu les options que nous sommes là et pour le calcul avec multiprocesseurs. Et aussi, on peut vérifier les cordons de soudure pour avoir plus ou moins de précision. La taille maximale des éléments a été fixée aussi pour avoir un résultat acceptable et correct. Et on doit vous dire que non seulement on a fait cette application, mais parallèlement, on a des outils qui sont faits à Excel pour vérifier les résultats que donne cette manière générale d'aborder ce problème, non? Il n'y a pas un autre chemin qui peut permettre d'avoir un résultat général par rapport à ça. Bon, on va essayer de voir d'autres modèles. Je ne sais pas, Carlos, en tout moment, tu peux m'arrêter pour pouvoir m'orienter un peu dans la direction qui va servir à notre client. Merci, Antonio. Laissez-moi, par exemple, charger. Dans mon bureau, et j'ai un peu de soucis pour charger ça, mais on va charger un autre cas, par exemple celui-là, où nous allons voir un escalier dont on voulait voir la jonction entre l'axe principal du support et comment on dit ça, la plaque d'appui, non? Et pour ça, si nous revenons, on va supposer bien sûr que l'édition, et ça va se faire de la même façon où on peut avoir le contrôle sur les différents éléments linéaires. Dans ce cas, ce sont deux poutres. Bien sûr, la poutre principale, c'est en acier. En plus, la poutre secondaire, c'est en bois. Donc, la définition de ce bois nous permet premièrement de choisir une section rectangulaire que nous pourrons gérer le nom, la largeur et la hauteur, c'est ça qui est déjà défini là, et les matériaux assignés pour la vérification de cet élément-là. Et la disposition, comme toujours, est déjà saisie si on avait fait le cas dans CP3.2. Donc ici, on ne doit pas perdre beaucoup de temps. Une fois on a géré ça, bien sûr, on revient avec la définition. Attendez-moi, s'il vous plaît. On revient avec la définition comme toujours pour voir les opérations qu'on a utilisées pour pouvoir faire ce cas. Premièrement, on va montrer un peu. Bon, on suppose que l'utilisateur, il a un peu d'expérience par rapport à la création de ça. En fin de compte, ce sont plusieurs plats, non? Si nous faisons la révision des opérations, on peut comprendre comment on est arrivé avec les outils simples à la création de cet élément-là. Bon. Je sais qu'on peut choisir tout et décrocher, mais la meilleure façon d'expliquer ça, c'est de suivre un peu la définition. C'est-à-dire, au commencement, on a deux profils qui sont là dans l'espace. Même si le logiciel a les efforts dans tout l'axe des barres, maintenant, on doit créer les éléments de connexion. On commence par la création d'une plaque, qui est là, qui va permettre la transmission des efforts à travers, pour la continuité des efforts entre les éléments, la première plaque, la création de la deuxième plaque, et on l'a créé avec polygonal en donnant les coordonnées des extrémités. On a maintenant découpé la plaque, vous voyez, on a découpé par rapport à l'aile supérieure, on a ajouté une autre plaque,
bien sûr, on a fait des découpés aussi. On a ajouté d'autres plaques. On a découpé. Et ainsi de suite. On a mis des radisseurs, voyez, en bas. On a mis des soudures. Et peut-être la partie très importante, c'est la connexion qu'on ferait, bien sûr, avec les plaques par rapport au bois. C'est là où on a mis les éléments que nous avons appelés, dans ce cas, tire-à-fond. Bon, ce sont les éléments de connexion qui sont disponibles là, où nous pouvons trouver des broches, boulons ou tire-fond. Dans ce cas, on a mis les tire-fonds qui vont connecter la plaque par rapport à notre élément de bois. Bon, quand ces opérations sont déjà faites, comme toujours, nous allons aller dans le calcul. Si nous sommes curieux, nous pouvons aller pour faire une vérification des efforts qui sont transmis par rapport, si on l'a mis dans CP4 le modèle et on l'a saisi ici, ou si nous-mêmes nous avons mis les valeurs numériques. Non? Ça, ce sont les efforts qui vont être transmis aux extrémités de notre élément bois, qui vont être tenus en compte pour le dimensionnement. On va lancer le calcul. Je vous assure que c'est la première fois que je fais. Je n'ai pas préparé ce cas-là. Je ne sais pas si ça prend beaucoup de temps. Si ça prend beaucoup de temps, je vais le couper. Bon, le calcul a été fait. Et on peut commencer à vérifier les taux de travail maximal des éléments, des tire-fonds, de la plaque de connexion, des raidisseurs. Et on peut aller directement, comme toujours, on a vu là, pour saisir un élément et avoir plus de définitions précises par rapport à elle. Et on peut, par exemple, forcer les déplacements. On peut donner une échelle plus fort pour essayer de comprendre le modèle comme il est affecté par et ici, vous pouvez demander pourquoi le logiciel ne dessine pas le bois. Parce que ce n'est pas nécessaire. La déformation dans notre bois n'est pas analysée. C'est un élément rigide et insolite, non, qui n'en est pas de déformation pour pouvoir comprendre le fonctionnement entre les éléments qu'on va vérifier. Ce sont les éléments qui sont ajoutés là, les tire-fonds, les plaques nouvelles que nous avons mis. Donc, l'élément bois, on va supposer que c'est un bloc qui n'en est pas de déformation, non? Pour permettre l'analyse des éléments importants pour la création des joints. Bon, d'une façon peut-être simple, et c'est ça la présentation. Je ne sais pas si vous dire que une fois on a dimensionné cet élément-là, nous pouvons partager ça dans le BIM server pour saisir ça avec le layout et donner une présentation plus finie. Je n'ai pas eu le temps de faire cette présentation, mais je peux revenir là sur un fichier que j'avais pour permettre de vous montrer. D'autres exemples, comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On peut arriver à faire. Oui, Antonio, on le voit parfaitement. On peut arriver à faire des connexions comme ça. Et par exemple, des connexions plus complètes. À fin de compte, c'est le temps qu'on va passer pour créer les éléments de connexion entre bois, profil métallique. Et quand on comprend la philosophie de ça, ça devient simple. Non? On comprend que tout le temps, on doit mettre un élément de transmission des efforts et un élément de connexion entre les éléments. Ça peut être soudure, boulon, tire-fond. C'est presque un processus répétitif. Non? Mais
dans l'avenir, bien sûr, on va pouvoir créer des macros qui peuvent aider à faire cette opération de génération. Mais l'idée principale, c'est ça. Et on peut, par exemple, ici, on peut voir comment on a utilisé le layout pour la redéfinition de ce modèle. C'est une façon de voir. Mais c'est une autre partie de la présentation que peut-être dans l'avenir on peut voir, non? Comment continuer pour faire une illustration de notre assemblage, un dessin avec le layout. Pour le moment, on n'a pas programmé ça. Je ne sais pas si il nous manque quelque chose à ajouter, Carlos, par rapport à ça. Non, c'est bien, Antonio. Je crois que s'il y a des questions, oui, on va laisser répondre à les questions. Ouais, laissez-moi voir les questions. Qu'il y avait problème avec les sons, mais je ne sais pas si tout le monde a écouté bien la présentation. Et de toute façon, la présentation vous pouvez les reproduire après que Véronique vous envoie les liens avec la présentation, non? Une fois que nous oui, savons effectivement, déjà. Carlos. Il y a eu des personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas pu suivre à cause d'un manque de son. Je pense que c'est un problème de connexion parce que le reste des participants n'ont rien dit. De toute façon, comme Carlos a dit, nous enregistrons la session, nous l'avons enregistrée. Dès qu'on finisse et on m'envoie le lien, moi, je vous contacterai à tous un à un pour savoir si vous avez besoin de cette présentation, de cet enregistrement, de pouvoir savoir votre opinion de tout ce que vous avez vu et bien sûr, pour les personnes intéressées, pouvoir leur envoyer l'offre sur ce logiciel-là. Bon. Si vous voulez, je peux faire une petite connexion entre CP32 et le CP Connect. Bon, vous voyez mon écran, petit cas. Comme ça, on va voir une poutre et un poteau. Bon, le nom n'est pas très important pour ça. Par exemple, barre, nouvelle. Un porte-à-faux, par exemple. Et nous allons mettre, par exemple, là. OK. Nœud, liaison extérieure. Encastré. Va décrire. Par exemple, nous allons. OK. Ouais, avec cette disposition-là, charge, introduire, charge sur nœud. On va mettre une charge 3 probes, 2 tonnes, extrémité, calculer. Antonio, excusez-moi, je dois laisser la réunion. OK, ne vous en faites pas, je vais vous montrer le flux BIM. C'est ça, OK. Au revoir. Au revoir, Carlos, merci. Ce calcul a été fait et on va améliorer le profil. C'est très important avant de calculer l'assemblage et vérifier que tous les barres fonctionnent. Bon, maintenant, ça marche. Donc, je vais recalculer pour faire la mise à jour. OK. Calcul vérifié. OK. Bon, comment on peut faire l'analyse de ce nœud avec le CP Project? Et même si c'est en bois ou sans, pues simplement nous devons venir ici en haut. BIM Service Center, vous voyez là. Premièrement, on doit lier ce projet avec un projet de BIM Server. Nous allons choisir un projet. Par exemple, celui-là, Preva Sharewall, un projet que j'ai là, ou celui-là. Et on accepte. Une fois on a lié
Et le projet que nous sommes en train de faire avec CP3 avec un projet du BIM Server, maintenant, on va accepter et on revient avec BIM Server et on va partager cette information. Structure 01, on peut partager plus. Vous voyez en bas, c'est très important ça. Exporter les efforts pour le calcul des assemblages. Durant l'exportation ou le partage de ce projet avec le BIM Server, on doit accrocher ça pour que les efforts soient disponibles. Une fois l'exportation a été faite, on doit s'assurer, bien sûr, que le logiciel et le BIM Server, cette information est en train de se transverser, non, dans le BIM Server. Voyons si ça se fait. Ça prend un peu de temps. Allons-y, je crois que c'est... OK. On a fait des améliorations pour savoir dans quel cas cette transférence s'est fait. Vous voyez en haut, ça me donnait 50%. Mais ça a été déjà fait. Bon, on revient ici. Maintenant, nous pouvons commencer un nouveau projet dans le CIP Connect. Une fois on a créé notre cas, on doit sélectionner un projet du BIM Server, celui-là qu'on a envoyé l'information, et nous acceptons. Vous voyez comment il a reconnu l'information SIP32. Si ça venait de SIP4, on devait aussi avoir là. On accepte. Et on a notre nouveau projet qui a été créé sur ça. Bon, maintenant, simplement, nous devons revenir avec assemblage. Comme vous voyez, nous avons cette opération-là. Premièrement, nous allons faire ajuster notre profil. Première tâche que nous allons faire, par exemple, nous allons ajuster le poteau P1 par rapport au profilé V1 et la face plus éloignée. Ouais. Et on peut ajouter un déplacement si nous voulons de moins 50, par exemple, ou moins 25. Ou on peut faire ça à ras. Ça, c'est la première opération que nous avons faite. Vous pouvez le voir là. Là, parfait. Deuxième opération qu'on a ajusté profil. Maintenant, nous avons ajusté le deuxième profil V1 par rapport au P1 sans déplacement. Et on va profiter pour mettre des soudures sur l'aile et sur l'arme. Comme vous voyez. Deux opérations. Les efforts qui ont été transmis par le poteau, vous voyez le tranchant. Et dans ce cas, nous avons aussi le moment fléchissant qui va être transmis au point du nœud. Nous acceptons. Bon, déjà, nous pouvons calculer. C'est pour vous montrer un peu le flux, non? Bien sûr, on a fait ça seulement avec une structure qui avait seulement un nœud. OK? Bon, c'est un peu pour vous montrer la facilité que quand on utilise l'environnement du BIM Server, on a un autre compte, on a calculé quelque chose avec CP32 ou CP4 et la possibilité que nous avons d'utiliser ces commandes-là pour le lier avec un projet du BIM Server, plus tard le partager et quand on a fait cette opération, le saisir avec CP Connect pour continuer avec les opérations de notre modèle et l'analyse. Bon, c'était très important vous montrer cette partie. Et je ne sais pas si, Véronique, tu m'écoutes? Oui, bien sûr, Antonio.
Bon, c'était la partie que je voulais montrer, non? Parce que, en fin de compte, le CP Connect, il a beaucoup de dépendance par rapport à des tâches antérieures, non? Le calcul d'un ouvrage, l'analyse d'une structure de CP4. Bon, ici, nous avons un petit problème de convergence, non? Mais même comme ça, le logiciel nous montre des résultats. Peut-être je devais mettre une soudure plus forte ou mettre des jarrets. Bon, mais ça, c'est une autre étape. OK, pour moi, c'est parfait, la présentation. Je vous demande pardon parce que le collègue qui devait donner ça, il a eu un problème et ça ne m'a pas donné le temps de préparer d'autres exemples, non? Plus complets. Okay. Bon, ton improvisation a été très bonne. Antonio, je ne vois pas de questions. Okay. Alors, voilà, on vous remercie à tous pour votre assistance. Pour ceux qui, comme j'ai dit avant, ceux qui n'ont pas pu entendre le début de la présentation, c'est peut-être dû à cause de la configuration de son PC ou bien d'un manque de connexion à un moment donné. Nous l'avons enregistré, je vous l'enverrai à tout le monde. Et vous invitez aussi. Jeudi prochain, on va faire un nouveau webinaire. Cette fois-ci, ce sera sur la partie CP Projet pour l'élaboration de budget, cahier de charges et toute la chiffrage et gestion de chantier. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, à jeudi prochain. Et merci à tous pour votre assistance. Merci Antonio. Merci à toi aussi et merci à tous les assistants qui ont été là. Et comme toujours, si vous avez des questions à faire, il faut tendre en compte qu'on a un courrier support@cipe.com et vous pouvez ou bien continuer à moi à faire. directement. Ou bien à moi directement, vous pouvez aussi me poser les questions nécessaires qui, bon, vous pensez maintenant, on a fini la réunion, le webinaire et vous me dites, Véronique, j'ai des questions. veronica.aloa@cipe.com et je serai enchantée de répondre à tout le monde. Sinon, si c'est pas moi, j'enverrai vos questions à mon collègue du support. Eh bien, on vous remercie à tous et à jeudi prochain. Merci. OK. Merci. Au revoir. Véronique. Bye bye.